Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on a un petit peu débordé aujourd'hui, première partie un petit peu courte, mais je vous présente les débatteurs d'aujourd'hui. Hassan Amou, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir, bonjour, et vous êtes porte-parole des écologistes. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, bonjour, éditorialiste. Virginie Leguet, journaliste éditorialiste, je fais un mot, éditorialistique. Journaliste éditorialiste politique à France Info TV. Frédéric Fougera, vous êtes communicant, président de Tenkan Paris et vous avez publié Anthologie de la com. Il y en a qui auraient besoin de vous pour la com, je peux vous dire. On en parlait avec Bertrand Burgala tout à l'heure. J'ai écouté la première partie, effectivement, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Aux éditions Bréal, Studirama, on va revenir évidemment sur ce qui se passe en Ukraine vers un accord de paix. On attend maintenant la réponse de la Russie. Le RN, en tout cas, ne votera pas la résolution sur l'Ukraine. Et puis la question des avoirs russes se pose, évidemment. On a plein de sujets. Peut-être un petit rectificatif hier, un correctif, un mea culpa. Nous avons, j'ai débattu, mis en sujet cette information qui avait été donnée par une avocate de victime sur CNews, à savoir que Salah Abdeslam allait devenir père. Ça a été démenti par ses avocats. Ce matin, Gérald Darmanin a expliqué qu'il y avait des parloirs qui avaient été refusés par son prédécesseur, des parloirs familiaux. Aujourd'hui, il a un parloir, mais qui, a priori, ne permet pas qu'il se passe des choses un peu plus développées. Donc, je voulais m'excuser pour cette fausse information, comme quoi il faut toujours vérifier. Je sais pas, Marie Malouine. Et c'est vrai que j'aurais dû être vigilante parce que l'avocate avait employé le conditionnel. Donc tout le monde s'est jeté sur cette info parce que c'était vraiment très choquant ou en tout cas interpellant. Donc mea culpa. Et puis je peux vous dire un mot, Valérie? Oui. Vous citez l'avocate dans ces cas-là, non? Vous l'avez pas cité? J'ai juste envie de vous dire bravo. On peut se tromper, on peut faire une erreur et mais il faut rectifier. Et est-ce que c'est compliqué de dire je me suis trompé? Non, voilà, c'est juste honnête et simple. Et beaucoup devraient s'en inspirer. Quand on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur, mais il faut être juste capable de le reconnaître. C'est pas bien méchant. Et puis de la com, là, c'est France Télévisions qui fait le point. Et là, c'est de la com en toute transparence sur les abus des cartes corporate. Et c'est vrai qu'on a aussi débattu de ce sujet sans connaître le fond totalement du dossier. C'est une forme de deuxième mea culpa, même si je ne retire pas ce que je disais, à savoir qu'il faudrait un audit à France Télévisions. Il y a eu des abus, donc on a dit qu'il y avait tout le monde profitait de 4 000 € par mois, etc., de notes de frais. Il y a 6 personnes en fait qui sont 6 salariés qui font payer le prix à l'ensemble de ces 2000 cartes. Les règles vont être changées, mais c'est pas un abus vertigineux comme ça avait été dit. Je sais pas si vous aviez suivi cette affaire aussi, Marie-Ève Malouine. Moi j'avais vu le chiffre, et ayant travaillé dans le service public et ayant dirigé une chaîne parlementaire, donc avec des fonds publics. Ça m'étonnait puisque normalement tout cela est justifié. On peut pas utiliser la carte comme on veut. C'est pour des frais de représentation, une invitation au restaurant. Normalement, on met qui on a invité, même si légalement on n'y est pas tenu puisqu'il y a le secret des sources. Et généralement tout ça est vérifié. Et à savoir frais de représentation, est-ce que c'est les restaurants, est-ce que c'est les hôtels, est-ce que c'est les avions, parce qu'il y a des cartes aussi pour faciliter la réservation. Donc normalement c'est vérifié et on se rend compte quand il y a des abus. Après qu'on puisse faire le cost killer au sein des certains services publics, c'est toujours possible. Un mot, ça c'est de la com. Et le fait d'expliquer, je vais rencontrer des gens de France Télévisions qui me disent non, on rentre pas dans le détail et tout. Mais si, il faut dire les choses. Tout comme l'Arcom devrait peut-être expliquer une nouvelle fois pourquoi la chaîne C8 a été suspendue, de dire leur point de vue. On les a très peu entendus. J'ai envie d'être sérieux et pas sérieux. Le pas sérieux, j'ai envie de dire, pas besoin d'audit. Il suffit de leur envoyer Lise Lucet. Je pense qu'on aura toutes les informations. Mais ça, c'est juste pour faire le malin. Mais oui, en communication, le plus simple, c'est d'être clair, c'est d'être transparent, c'est de dire les choses. On n'est pas obligé de tout dire, mais par contre, faut pas mentir. Et plus on donne d'explications, plus on permet la compréhension des choses, plus on relâche l'attention et finalement, ce qui devient un sujet ou ce qui s'emballe tombe parce qu'il n'y a plus de sujet, parce qu'on a expliqué tout simplement. Sauf que quand il y a de la fumée, il en reste. Oui, c'est ça. Le fait que l'avocate dise ça, elle sait que c'est faux. On peut pas effacer ce qui a existé. Dans l'ambiance dans laquelle on est, il y a des gens qui vont continuer à croire que c'est vrai, mais que finalement elle n'a pas gardé l'enfant. Et sur France Télé restera toujours le fait que s'il y a eu fraude, etc. C'est ça le jeu aussi en ce moment, de répandre aussi de telles informations. C'est que même si c'est démenti,
il reste toujours quelque chose. Mais je trouve que je suis d'accord qu'il faut tout à fait dire les choses plutôt que se retrancher derrière un silence. Mais je sais que les droits de réponse auxquels sont astreints les médias quand ils publient quelque chose d'inexact sont rarement lus, rarement retenus, et qu'effectivement les lecteurs retiennent d'abord, ou les auditeurs retiennent d'abord ce qui a été dit, et rarement les rectifications qui sont apportées. Mais quand on apporte des précisions, je trouve que ça, voilà, quand l'avocat dit non, la femme n'est pas enceinte, voilà, mais c'est vrai que le mal, d'une certaine manière, a été fait parce qu'on en a parlé, on a débattu. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous, vos coups de cœur et vos coups de gueule. À tout de suite. C'est Daniel Herrero. Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité évidemment marquée par cet accord de paix hier entre l'Ukraine et les États-Unis qui s'est déroulé en Arabie Saoudite. On attend la réponse de la Russie. Beaucoup de sujets avec vous ce matin, avec Hassen Amou, fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Vous êtes également porte-parole des écologistes. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, et Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV, Frédéric Fougera, communicant et président de Tenkan Paris. Et je rappelle votre dernier livre, Anthologie de la com aux éditions Bréal, Studirama. On va commencer avec Virginie, un coup de cœur. Alors, pour un livre. Je l'ai apporté pour vous le montrer, pour que vous voyez que c'est quand même c'est une somme. Une grosse chose. Dans laquelle on peut penser qu'il va être ardu de se plonger, mais en fait qui est très facile à lire. Et ça s'appelle Le président toxique d'Étienne Campion, aux éditions Robert Laffont. Et j'ai trouvé c'est Emmanuel Macron qui était en couverture. Ça aurait pu être un autre président, mais là c'est c'est clairement lui. Et donc c'est une enquête sur Emmanuel Macron, sur son comportement, la façon qu'il a, mais on le sait, certains pour l'avoir expérimenté, qu'il est capable de séduire comme de tourner le dos aussi vite qu'il a séduit. Mais il a rencontré beaucoup de gens, il les cite, c'est très nourri, c'est très touffu, c'est extrêmement bien écrit et c'est très pertinent comme analyse. Alors le titre est un peu violent, le livre l'est un peu moins, mais malgré tout, ça dresse le portrait d'un personnage totalement inclassable et puis surtout qui ne respecte aucune des règles habituellement imaginées pour l'amitié, la fidélité. Tout ça ne lui importe pas. Ce qui lui importe globalement, c'est de se succéder à lui-même, d'exister toujours et quoi qu'il en coûte. Et c'est très bien raconté. Donc je le conseille à tout le monde, enfin ceux que ça intéresse. C'est un très bon livre. Et je rappelle que je ne connais pas du tout Étienne Campion, donc ce n'est pas quelqu'un que je défendrais parce que c'est mon ami. Je le défends parce que j'ai lu ce livre et que je l'ai trouvé très bien fait. Vous l'avez lu, Marie-Ève Malouine? Pas encore, mais Virginie donne envie. Je crois que le personnage d'Emmanuel Macron, de toute façon, quoi qu'on en pense sur le plan politique, est assez fascinant parce qu'il est hors du commun, il y a une part de mystère, on comprend bien qu'il y a que lui qui l'intéresse, mais quel est son moteur, d'où ça vient, et s'il y a des réponses dans ce livre. Il y a des réponses dans le livre, Virginie. Oui, il y a un certain nombre d'éclairages. Après, chacun fera son idée. Il y a des réponses qui montrent comment, parce que maintenant ça commence à faire un certain nombre d'années qu'il est au pouvoir, depuis 2017, donc beaucoup de personnes ont pu juger de son rapport avec lui, ont pu l'expliquer, ont pu en parler, ont pu en témoigner. Et c'est franchement, c'est une vraie enquête journalistique et c'est tout à fait passionnant à lire. J'avais préparé un petit extrait, mais peut-être ça fait trop. Allez-y. Bon, d'accord. Non, mais ça fasse trop long. Si je vais faire la maîtresse d'école, s'il est justifié. Écoutez, c'est dans l'épilogue et ça explique comment Emmanuel Macron se comporte ou s'est comporté avec Marine Le Pen, et ça se passe en août 2024. Si vous voulez, je vous le lis 7 lignes. Le 26 de ce mois, c'est Emmanuel Macron, se meut en légèreté dans le salon vert de l'Élysée face à Marine Le Pen et Jordan Bardella, comme si sa stature n'était pas définitivement abîmée par l'été chaotique qui s'achève. Je rappelle qu'à ce moment-là, la dissolution avait eu lieu. Avec un détachement fin, il croise le regard de celle qu'il a lui-même érigée en ennemie publique. Marine Le Pen est là, campée dans son rôle. Elle est son ombre portée, son double inversé, le reflet dans lequel il scrute la fragilité de son pouvoir, le pilier contre lequel il a construit une légitimité aujourd'hui rongée par l'usure et les désillusions. Et je trouve ce passage très révélateur, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron ne s'est adressé qu'à Marine Le Pen quasiment depuis 2017. Il l'a institué comme son
sa dame de conversation politique. C'était tout le temps moi ou le chaos, moi ou le chaos. Résultat, il s'est retrouvé face à elle en 2022, ce qu'il espérait probablement. Et là, il se retrouve en 2024 dans l'état dans lequel c'est dit. Et je trouve que c'est très juste. Marie-Ève Melouine, on passe à vous. C'est un coup de gueule, un coup de projecteur. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu. Je trouve ça très compliqué. C'est plutôt un coup de gueule contre, en réalité, le temps perdu, avec la proposition de loi sur le scrutin, le mode de scrutin électoral pour les municipales. Alors ça vous peut intéresser puisque ça concerne Paris, Lyon et Marseille, où on a un mode de scrutin différent puisque ce sont des grandes villes. Donc il y a un mode de scrutin par arrondissement à Paris, par secteur à Marseille, où il y a des petites circonscriptions en gros, où on élit des représentants, un maire de secteur, un mec d'arrondissement, et après ces conseillers municipaux élisent le maire. Donc les listes, il faut, quand on est candidat à la mairie, il faut avoir des représentants dans chacun des arrondissements, puisqu'on n'est pas tête de liste dans tous les arrondissements. Ce qui fait qu'à la fin, on peut se retrouver, c'est arrivé à Marseille, c'est arrivé à Paris, avec au total un nombre de voix inférieur sur toute la ville, pour celui qui est élu. Sauf qu'il a plus d'arrondissements et que les arrondissements sont représentatifs. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Du nombre passé à Paris. Alors, ça peut paraître choquant. En même temps, ça peut avoir des avantages, j'y viendrai après. Et là, François Bayrou, juste alors que les municipales sont dans un an, a voulu revoir ce mode de scrutin pour faire une seule liste. Et ça permet, dans ce cas-là, d'avoir une liste. Il y aurait des listes par arrondissement, puis une liste pour le maire de Paris, de Marseille ou de Lyon, qui fait qu'on a une tête de liste et c'est lui qui tire la liste partout. Et ça ne passe pas parce que autant les En Marche seraient plutôt favorables, pas tous. Les LR sont vent debout, Rachida Dati en même temps est pour. Et donc comme ça fonctionne pas, ça devait être examiné aujourd'hui et ça a été reporté au 2 avril. Et je pense que petit à petit on n'y reviendra pas parce qu'on sera trop près des élections. On n'aura pas le temps. On peut discuter du mode de scrutin. Ce qui est bizarre, c'est de le faire très vite maintenant, alors qu'il y a des élections à venir. Et dans le contexte actuel où on se demande aussi parfois que fait l'Assemblée. Il y a des textes sur le narcotrafic et non, avant on s'occupait de la loi PLM. Donc ce qui me met un peu en colère ou en tout cas m'agace, c'est de vouloir mettre ce texte alors qu'il y a d'autres choses à faire plus importantes qui concernent l'ensemble des Français, puisque là ça concerne 3 villes en France. Et c'est ce décalage entre les besoins du pays, ce que ressentent les habitants, et une assemblée qui en ce moment paraît un petit peu décalée, qui fait beaucoup de propositions de loi. Alors j'ai vu l'autre fois le socialiste Brun qui disait oui, j'ai défendu une proposition de loi sur la réparation des ascenseurs. C'est très bien, c'est positif. Mais on a l'Ukraine, on a la sécurité, on a le problème de santé qui est primordial. Et on fait des textes sur le mode de scrutin, puis finalement on le fait pas, on perd du temps. Alors, mais vraiment pour rajouter quelque chose, c'est que comment est-ce que ce système de la loi PLM a privé de démocratie finalement les villes? Et moi je considère au contraire que ce n'est pas un second sujet. Marseille a été privé pendant des années d'alternance, justement parce que la PLM empêchait à ce qu'on puisse compter un Marseillais, une voix. Et l'alternance, la démocratie, c'est quelque chose d'important. Et quand on est en crise de confiance, comme on l'est depuis maintenant des années, du politique vis-à-vis du citoyen, je trouve que l'idée qu'on puisse voter directement pour son maire, ça doit vouloir dire quelque chose. L'élection dernière, le printemps marseillais est arrivé avec 13 000 voix d'avance dans la ville. Imaginons que ils avaient ces 13 000 voix d'avance, qui est souvent le cas, parce qu'en 2008, on remet le couvert, la gauche arrive devant en chiffres, mais elle perd les mairies de secteur. Et donc, le mouvement général et l'envie générale des Marseillaises et des Marseillais était l'alternance à gauche, mais on les a empêchés d'avoir cette alternance par ce système qui est profondément injuste. Alors moi, je trouve qu'au contraire, on devrait maintenant, c'est une loi qui a été pensée à l'époque, en plus par Defer, ça a permis à ce que ça fasse les petits arrangements pour justement garder le pouvoir le plus longtemps possible et faire de la stratégie politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vieux système assez archaïque. Il faudrait revenir au scrutin direct. Il n'y a plus de raison que ce système-là existe. Et la vérité, vous l'avez dit vous-même, c'est que il y allait avoir de l'obstruction parlementaire si la loi a été présentée dans les prochains jours. Et c'est ce qui a fait qu'elle a été reportée au 3. On a le maire de Marseille qui, lui, s'est exprimé là-dessus. Mais nous autres, écologistes, là où on peut, on est divisés parfois sur ce sujet. Mais moi, je suis un fervent défenseur de l'abolition de la PLM parce que, je suis désolé, c'est pas un sujet d'arrière-plan que de redonner de la démocratie. Est-ce qu'on n'est pas trop près du scrutin ?
Je pense qu'on va être frappé par cette difficulté-là, de toute façon. Mais il est bien que ce sujet revienne sur la table. Ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que cette modification ferait qu'il n'y aurait plus de maire d'arrondissement. Donc c'est là où c'est pas clair. Parce que alors ce matin, Sophie Primas a dit que le gouvernement soutiendrait la proposition de loi. Elle a dit on mettra des amendements pour rassembler les maires d'arrondissement. Mais de toute façon, moi je crois, enfin juste vraiment, je veux pas vous couper la parole. Mais juste moi je pense que il y avait l'histoire des 2 urnes dans la version telle que Macron l'avait présentée. On conservait les maires de secteur et d'arrondissement, que ce soit à Paris, Marseille, c'est ce qui avait été décidé. De toute façon, si ce format-là a été retenu dans la loi, il faudrait revoir le pouvoir et la compétence des maires de secteur. Puisqu'aujourd'hui, non. Aucun pouvoir. C'est là où c'est un sujet qui est important pour les villes concernées, mais qui n'est pas pour moi le sujet du jour. Et ça demande un débat, parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est le problème de la prime majoritaire qui est donnée, comme c'est un scrutin par arrondissement. Il y a une prime majoritaire très importante, ce qui fait que l'opposition a très peu de conseillers. Mais d'un autre côté, le mode de scrutin par arrondissement permet aussi d'avoir des équipes. Au lieu d'avoir quelqu'un qui se présente pour être maire, à la limite avec une liste, mais pas de compétences derrière, vous êtes obligé d'avoir des gens qui connaissent le terrain. Et on se rend compte que dans les échecs, par exemple, qu'il y a pu y avoir à Paris, c'est par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans le 14e, elle s'était présentée et elle ne connaissait pas la réalité du mode de scrutin et de la ville. Parce que le mode de scrutin par arrondissement permet aussi d'avoir un lien très proche avec les électeurs. Donc tout ça doit se débattre, ça prend du temps et je trouve que ça ne se fait pas dans la précipitation. Mais c'est vrai que ça soulève les problèmes que vous avez évoqués. Virginie ? Oui, une toute petite observation politique sur les grands projets ou les projets de loi d'intérêt général que souhaite Marie-Ève Malouine. Je rappelle que fracturée comme elle est, l'Assemblée nationale ne votera pas de grands projets de loi. Il n'y aura jamais de majorité et il n'y aura vraisemblablement que des sujets périphériques qui pourraient amener à un petit consensus, mais il n'y aura pas de grandes choses structurantes, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'adhésion des parlementaires autour de grandes choses structurantes, il y a trop de clivages. Bon, on va marquer une pause et on continue notre tour de table. À tout de suite. C'est Brigitte Lahaye. Sud Radio. Grâce à vous, nous sommes 1 million sur YouTube. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on parlait de la loi PLM, vous avez été censuré par la pub, mon pauvre Frédéric Fougera, donc on a continué à parler du sujet, parce que c'est un sujet intéressant, et alors quel est votre point de vue? Non, mais je voulais dire que Marie-Ève, elle a lancé en fait plein de sujets, elle a ouvert plein de sujets avec son coup de cœur. La question de la hiérarchisation des sujets à l'Assemblée nationale, c'est un vrai sujet. Après, chacun peut considérer que tel ou tel sujet est plus important qu'un autre, et puis on ne traite pas qu'un seul sujet, on en traite un. Mais c'est un vrai sujet. Oui. La proximité des municipales, c'en est un autre. En fait, c'est pas un texte qui arrive là un peu à la dernière minute précipitamment. C'est un texte qui revient régulièrement. Là, il revient encore. Et effectivement, la proximité maintenant des municipales devient un vrai sujet pour aller changer la loi électorale. Quand on voit l'ensemble des blocages que peut rencontrer de côté droite, côté gauche d'ailleurs, ou centre ou de extrême, ce texte, en fait, on se rend compte que finalement, l'intérêt des Parisiens, des Lyonnais ou des Marseillais, beaucoup de politiques n'en ont pas grand-chose à faire. Ils se projettent surtout dans leurs propres intérêts. Est-ce que je vais garder mon petit siège, mon petit pouvoir, mes prérogatives? Après, quand on vient mettre des arguments sur la question de 2 urnes, c'est compliqué. Non, pendant des années, les Français ont voté dans 2 urnes, au régional et pour les conseils généraux, et ça fonctionnait très bien. Personne ne trouvait rien à y dire. Donc, des arguments contre, on peut aller en trouver plein. Et pour finir, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit autour de la table, mais particulièrement avec ce qu'a dit Hassen. En matière de communication, je trouve très compliqué d'aller expliquer que un électeur n'égale pas une voix. C'est la démocratie simple, c'est ça. Et c'est très compliqué d'aller dire le contraire, sauf à vouloir protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Hassen, un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est que ce soir, je participe à un colloque sur le narcotrafic, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, à l'invitation de François Ruffin. Il y aura Jérôme Durin, que vous connaissez sans doute, ou peut-être qui est sénateur PS, qui est l'un des membres de la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur le narcotrafic et ses effets, qui a eu lieu l'année dernière, pour lequel j'ai été avec mon collectif Trop Jeune pour Mourir auditionné.
Et donc nous, on est un peu la ville symbole où aujourd'hui on est passé de 190 points de deal à 84, mais 84 points de deal dans la ville qui sont très actifs, avec une actualité assez dramatique ces derniers jours où il a été retrouvé à proximité d'une école primaire un calibre, un pistolet à même la rue, à un horaire de grand passage des enfants pour l'école. Donc nous sommes réellement là-dedans et donc je trouvais ça intéressant que ce genre de sujet s'invite à l'Assemblée nationale et que ce type de colloque soit organisé. Oui, oui, c'est un réel fléau. Ça touche toutes les villes. Ça touche toutes les villes et même les petites et moyennes villes. Les petites et moyennes villes. Hein. Il y avait une enquête qui avait été faite, je sais plus, je crois que c'était Frédéric Plequin qui racontait qu'aujourd'hui les petites communes ou les grandes villes se retrouvent aujourd'hui être les plaques tournantes du trafic de drogue. Donc c'est véritable. D'ailleurs, ce soir, il y a, pour vous dire, la maire d'Ischirol qui sera aussi également là. Il y a un criminologue qui viendra aussi expliquer un petit peu un certain nombre de mécanismes. Frédéric, vous, c'est un coup de cœur. Alors au départ, je voulais adresser un coup de cœur aux fonctionnaires. Oui. Et alors ne cherchez rien de malicieux, ce n'était pas mon intention. Ouais. On critique régulièrement les fonctionnaires, mais notre pays souffre à mon avis bien plus de sa bureaucratie que de ses fonctionnaires. D'ailleurs, l'enseignant, le policier, le médecin à l'hôpital, on est bien content de les trouver quand on en a besoin. Le problème de notre pays n'est pas la mauvaise expérience qu'on a pu avoir à un moment ou un autre avec un fonctionnaire, mais plutôt le niveau de bureaucratie dans lequel nous vivons. Une bureaucratie qui nous étouffe, qui étouffe la vitalité du pays, qui nous asphyxie. Quand un créateur d'entreprise est assommé de démarches administratives, il a plus le sentiment que l'État veut le démotiver que l'encourager à entreprendre. Quand les impôts, par exemple, vous adressent 3 formulaires différents pour renseigner 3 fois les mêmes informations, je pense par exemple à celle sur la cotisation foncière des entreprises. Vous savez, c'est cet impôt obligatoire que vous devez payer même si vous n'avez pas de locaux quand vous créez une activité économique, mais c'est un impôt que vous devez payer quand même par principe. Cela montre à quel point derrière ces envois, règne une ignorance totale de ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire développer des idées, trouver des clients, les servir, les facturer, créer des emplois, faire travailler des fournisseurs, et non pas remplir des formulaires à répétition. Aujourd'hui, c'est l'INSEE qui inonde les entreprises d'un questionnaire obligatoire, incompréhensible et imbuvable pour beaucoup d'entre nous. Alors, allez-y, perdez du temps dans les formulaires au lieu de créer de la richesse et des emplois, ça occupe. L'été dernier, une putative, je rappelle que c'était pas une insulte, Première ministre proposait même de créer des postes supplémentaires dans la fonction publique pour gérer la mise en place de nouveaux impôts et de taxes supplémentaires. Des taxes, vous n'en voulez plus, eh bien, vous allez en avoir encore. Cette semaine, on a inventé la taxe sur les papiers d'emballage, du fromage, de la charcuterie et de la baguette de pain. Et voilà une taxe directe sur les commerçants et en réalité indirecte sur les consommateurs, parce qu'elle est sournoise. C'est évidemment le consommateur qui va payer, pas le commerçant qui va répercuter. Donc on taxe. Et derrière, il faut une bureaucratie, une ultra-administration pour mettre en place, pour collecter, pour contrôler, des emplois parfaitement inutiles, au regard de ce qu'ils coûtent par rapport à ce qu'ils rapportent. Rien qui ne produise de la richesse qu'on pourrait ensuite éventuellement partager, rien à exporter, évidemment. Personne ne veut de notre administration. Il n'est même pas question d'économie circulaire, puisqu'on ne produit rien, on n'économise rien, on grignote la cagnotte de l'autre jusqu'à épuisement. C'est presque un suicide collectif. Donc moi, la priorité des politiques, ou plutôt d'ailleurs des hauts fonctionnaires, puisque ce sont eux qui sont à la manœuvre en réalité, ne devrait pas être de se protéger ou de justifier leur position, mais simplifier la vie des Français partout où cela est possible. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. Je dis bien simplifier, je dis pas saccager comme font les États-Unis. Inutile de remplacer une aberration par une autre. Et simplifier 50 ans d'accumulation bureaucratique, je pense que c'est une tâche à laquelle nous n'échapperons pas, sauf à vouloir vraiment. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Eh bien, c'est une promesse pas tenue, c'est très regrettable. Une de plus. Mais ça fait des années qu'on parle de réforme administrative. Et il y a un moment, il faudra agir. La réforme de l'État, bien sûr. Ça a commencé. On parle aussi de supprimer les agences qui ont été à l'origine, beaucoup ont été créées à côté des structures de l'État pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour éviter les formulaires, etc. Mais il y en a énormément. Ce qu'on voit aussi en France, c'est qu'on est capable de faire sans tout ça. Quand on fait les JO, on fait Notre-Dame, on sait très bien trouver des textes qui permettent de faire sans tous ces formulaires, sans toutes ces autorisations. Il y a des chiffres, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais quand vous créez une entreprise en France, le nombre de normes que vous devez respecter est hallucinant. Et donc permet de comprendre pourquoi tout est si long.
en France. Mais je vous en parle en connaissance de cause. Vous passez une journée par semaine à ne répondre qu'à des formulaires, qu'à des normes, qu'à des choses absolument inutiles, qui n'ont rien à voir avec votre activité, qui ne vous permettent pas de faire votre activité, qui ne vous permettent pas de recruter. C'est ce que dénoncent les médecins et les agriculteurs, les agriculteurs et tout le monde. Tous ceux qui ils sont obligés de se faire aider les 3/4 du temps pour s'en sortir. Donc tout le monde veut le faire et donc ça a été une nouvelle fois promis. Sauf le politique. Ouais. Non, les politiques aussi veulent le faire. Ils ne s'y mettent pas. La réalité, c'est qu'ils ne s'y mettent pas. Ils n'arrivent pas à s'y mettre. Là, on nous l'a promis. Ils décident de pas le faire. On parle de supprimer un certain nombre d'agences. On verra si c'est fait. Je pense que ça peut devenir aussi à force un sujet plus populaire, parce que bien sûr, quand on parle de ça, généralement, ça n'intéresse personne. Et là, petit à petit, les gens s'en rendent compte, parce que c'est un sujet très populaire pour les Français de simplifier les rouages de l'État. C'est un sujet très populaire. Personne s'y oppose en fait. On est concerné parce qu'il y a tellement justement de taxes, de formulaires qu'on ne peut plus vivre sans avoir à le subir et donc à vouloir que ça cesse. Plus que populaire, j'ai peur qu'il devienne populiste et ça deviendra un argument électoral redoutable et ça serait bien dommage. Parce que ça n'aura pas été fait de la bonne façon par ceux qui l'avaient promis. Exactement. Je voulais qu'on dise quelques mots sur les affiches qui ont été publiées par la France Insoumise à l'appel d'une manifestation contre l'extrême droite, contre le racisme, et qui ont publié une photo de Cyril Hanouna qui avait des relents très antisémites. Quand on mettait les deux affiches côte à côte, c'était assez évident, contrairement à ce que pense Monsieur Schneiderman d'Arrêt sur Image. C'est Pascal Praud, c'est indépendamment de tout ce qu'on pense de Cyril Hanouna ou de Pascal Praud, c'est quand même mettre une cible dans le dos. J'ai pas d'autres mots sur des individus. Pourquoi est-ce qu'on instrumentalise cette image? Je sais pas ce que vous en pensez, Hassan Amou. Et encore une fois, quoi qu'on pense je pense que des individus, c'est insupportable. Il y a longtemps que Cyril Hanouna est sorti de son rôle d'animateur de télévision, qui a longtemps qui ne joue plus le mais c'est pas la question. Mais pour moi, faire les parallèles entre les affiches, il y en a beaucoup moi, en venant ici sur le plateau, j'ai vu aussi les affiches que l'extrême droite faisait et qui ont de sacrés exemples avec le passé, etc. J'ai pas analysé les affiches, j'ai vu ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, Cyril Hanouna, tant qu'il avait de l'antenne, tapait allègrement sur la LFI, le faisait de manière très ouverte et sans aucune, en tenant des propos parfois à la fois violents et il en a été puni très largement là-dessus. Il y en a beaucoup pour lesquels il n'a pas été puni non plus. Donc franchement, je viendrai pas. Ça justifie pas l'affiche. Mais ça justifie pas l'affiche. Moi, je parle pas de justifier l'affiche. Que d'ailleurs ils ont supprimé. Oui, mais vous aussi vous le justifiez devant le tollé que ça a suscité. Je vous le dis encore une fois, j'ai pas analysé l'affiche telle qu'elle a été présentée. J'ai regardé l'affiche, mais j'ai pas. Franchement, il y a beaucoup de gens des nouvelles générations qui ne feront pas le lien entre. Je pense que, ceux qui nous regardent sur les réseaux voient assez bien le choix qui a été fait de cette photo, les couleurs, le nez très en avant. Ça, c'est souvent ce qui est renvoyé. De toute façon, en tout cas, c'est systématiquement, il y a une interprétation du. Mais au-delà, encore une fois, au-delà de ce qu'on pense de Cyril, au-delà de ce qu'on pense, parce qu'il y a Pascal Praud aussi qui pour le coup sur ses affiches, c'est de mettre, il n'y a pas d'autre mot, des visages et donc des cibles. Vous aimeriez pas être vous en affiche face à l'extrême droite ou qui vous prennent vous comme individu pour justifier une attaque contre les écologistes. C'est l'individu, c'est ça qui je trouve choquant. Nous, on a été traités d'éco-terroristes. On nous a appelés, on nous a instrumentalisés dans tous les sens aussi. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Bonjour, c'est Philippe David. Bonjour, c'est Cécile de Manibus. Sud Radio. 1 million de merci pour 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Merci d'être fidèle au Parlons Vrai en vidéo comme à la radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue nos débats, on va pas faire des heures dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même un climat politique qui est extrêmement détestable. Ce qu'on peut reprocher à cette affiche qui a été publiée par la France Insoumise, c'était la connotation très antisémite, et il y a forcément une conscience de cela chez ceux qui ont fait cette affiche. Après, oui. Il y a plus qu'une conscience, Valérie, c'est que c'est une méthode qui a été théorisée par Saul Alinsky, qui est
celui qui a écrit les règles du radicalisme, Rules for Radicals, et qui dit bien que dans les méthodes de propagande qui sont celles utilisées par LFI, il faut cibler les personnes et non pas les organisations. Ça a beaucoup plus d'impact. C'est exactement ce que fait LFI dans beaucoup de communications, là où ils sont certainement d'ailleurs les meilleurs en France en communication politique. On apprécie ou pas ce qu'ils font, mais en tout cas leur communication elle est très puissante. Et LFI, c'est quoi leur méthode? C'est le bruit et la fureur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit au congrès du Parti de gauche en 2010. Oui. Après, pour reprendre ce que disait Hassen, on en parlait pendant la coupure. Marie-Ève Malouine, vous disiez c'est des coups qui sont rendus. Oui, c'est des méthodes qui sont les mêmes des deux côtés. Cyril Hanouna aime bien personnaliser, aime bien désigner nommément des ennemis, des opposants, des gens qui sont désignés à son public comme des gens pas bien, contre lesquels il faut se battre ou en tout cas ne pas accepter. Et donc les uns et les autres se nourrissent de cette provocation réciproque, parce que pourquoi LFI fait une affiche aussi en mettant Cyril Hanouna? Parce que ça mobilisera aussi. Bien sûr. Et pourquoi Cyril Hanouna, dans ses émissions, tape autant sur d'autres médias, trouve des responsables désignés. Et c'est ce climat-là qui est mauvais. C'est cette provocation et cette personnalisation permanente qui est quelque part une justification de la violence. L'un des premiers à le faire très fortement avait été Jean-Luc Mélenchon. Quand vous vous souvenez, l'un des dirigeants d'Air France avait été pris à partie, on lui avait arraché sa chemise. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon avait justifié cette violence physique par la violence sociale. Et ce point de départ-là, après on a eu les gilets jaunes dont certains aussi étaient violents, la justification de la violence, quelle que soit la raison, conduit à la violence physique. Il n'y a pas d'autres règles. Mais ces affiches, que ce soit Pascal Praud ou Cyril Hanouna, me semblent d'une violence aussi inacceptable. Virginie. Oui, voir l'affiche qui, je rappelle, a été supprimée aujourd'hui, mais que tout le monde peut retrouver sur les réseaux sociaux. Voir Cyril Hanouna, le visage déformé par la colère, et en dessous des lettres jaunes et blanches. Et le code couleur est extrêmement frappant, et c'est évidemment pas un hasard. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. LFI a fait de la provocation. Il aime faire de la provocation parce que c'est une façon de faire parler de lui. Je rappelle que c'était pour mobiliser pour la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui a lieu le 22 mars. Donc c'est quand même un paradoxe. Oui, mais ils savent qu'ils vont faire le buzz, ils savent peut-être qu'ils vont le supprimer. Enfin, c'est une stratégie qui n'est pas du tout innocente. Et ils savent qu'ils s'adressent à une partie des Français qui n'aiment pas Hanouna pour différentes raisons et qui ne sont pas d'ailleurs toujours des raisons très honorables. Je rappelle que Hanouna lui-même avait insulté un député de la France Insoumise qui s'appelle Boyard et que sa chaîne avait écopé de 3,5 millions d'amendes. Je parle de sa chaîne, sa propre chaîne, confirmée par le Conseil d'État. Donc chacun se renvoie la balle, mais c'est un jeu extrêmement dangereux, extrêmement. Mais dans l'époque dans laquelle on est, cette affiche n'est pas anodine et que la connotation, voilà, vous avez, je vais lire, Daniel Schneiderman qui dit coucou France Insoumise, vous savez qu'il y a plein de photos d'Hanouna, vraiment plein, qui le montrent vraiment comme il est, une grosse outre fascistoïde, je ne connaissais pas le mot, et qui ne vont pas donner de prétexte à qui vous savez pour insinuer plein de trucs. Bah non, on n'a pas besoin d'insinuer. Enfin, c'est assez visible. Les codes sont là. Et les internautes, d'ailleurs, pardon, je fais une toute petite remarque supplémentaire. Les internautes ont réagi en masse et on voyait bien que dans ces réactions, chacun avait des points de vue politiques assez différents. Mais sur le fond, ils ont tous réagi de la même façon. Je voulais juste revenir sur l'affiche supprimée qu'évoquait Virginie, mais c'est la fumée qu'évoquait tout à l'heure Marie-Ève. En fait, on lance l'affiche, on peut la retirer quelques minutes après, à partir du moment que l'empreinte numérique est là, chacun peut en disposer. Et c'est toujours les méthodes de Saul Alinsky. On ne fait pas soi-même les choses, on laisse faire les choses par d'autres. Et là, on a donné le matériel de propagande, on l'a livré publiquement, et après, on laisse le public l'utiliser. Et on sait que l'image est incontrôlable après, bien sûr. Et on ne contrôle plus rien. Un mot, Virginie. Marie-Ève. Oui, tout à fait. Simplement sur l'antisémitisme, rappelons aussi qu'il y a une forme d'antisémitisme sous prétexte d'antisionisme à l'extrême gauche et que ça participe aussi de cette affiche. C'est factuel. Gérald Darmanin ce matin était chez nos confrères de CNews et écoutez ce qu'il disait à propos de la menace russe. Ceux qui assassinent... Oui, bien sûr. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie,
c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Je constate d'ailleurs que Mme Le Pen et M. Bardella n'attaquent jamais la Russie pour dire qu'ils ne reprennent pas leurs citoyens russes, tchétchènes, Ingouche. Ingouche, c'est celui qui a assassiné Dominique Bernard. Ils sont fichés S, ils sont radicalisés, ils sont islamistes, ils sont russes, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la Russie ne les reprend pas depuis de nombreuses années. J'ai pas compris le parallèle qu'il faisait entre, en gros, ce sont les Russes qui sont aujourd'hui parce qu'ils tuent au nom de l'islam, qui sont des dangers. Oui, il a fait une sorte de raccourci. On a l'impression que Gérald Darmanin veut ouvrir un autre front sur le thème des OQTF, de la sécurité du côté de la Russie. Bon, factuellement, je pense qu'il a raison. Oui. Il y a beaucoup d'OQTF qui doivent pas être pris par la Russie, mais disons, on comprend pas très bien par rapport à ce qui se passe avec l'Algérie. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un vrai dossier sur le plan diplomatique, des échanges entre les deux pays. Sur la Russie, oui, ils reprennent pas leurs OQTF, mais il y a quand même aussi l'Ukraine, c'est le sujet duquel c'est le sujet principal dont on va parler. Ouais. Donc cette menace, puisqu'il le dit, existe, mais c'est vrai que ça laisse un peu perplexe sur l'opportunité de le formuler comme ça. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est plutôt le timing avec lequel il raconte ce qu'il raconte ce matin. En revanche, je pense qu'il dénonce une idée de double standard avec lequel le RN se met en scène depuis des semaines sur la question de l'Algérie, du Maghreb, des OQTF et des tensions exacerbées alimentées par Retailleau, qui en a fini par en faire son fonds de commerce et sa véritable obsession, à en croire que bientôt il est ministre des Affaires étrangères. Macron a essayé d'éteindre un peu l'incendie et d'essayer de reprendre un peu la main sur les discussions, et puis c'est son rôle aussi, et reprendre la main sur la diplomatie française et les relations avec l'Algérie. En revanche, oui, le timing ce matin de l'interview du ministre pose question, puisqu'on voit pas trop ce que ça vient faire. Alors Virginie. Moi, ce que je note, c'est que Gérald Darmanin, comme Bruno Retailleau, comme Gabriel Attal, comme Laurent Wauquiez, ont finalement des agendas extrêmement politiques qui n'ont quasiment rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Et ils pensent que à tenir ce discours-là, ils vont finir par récupérer une partie des électeurs de droite qui sont partis au Rassemblement national. Je pense que c'est une surenchère qui est dangereuse et que de toute façon, ils perdront. Ce jeu-là, il est perdu pour eux. Donc, il ferait mieux de mesurer un peu leurs paroles, de peser un peu les conséquences de ce qu'ils disent et ne pas se lancer dans cette course en avant qui devient totalement folle. Oui, Frédéric. Les agendas politiques, malheureusement, j'ai le sentiment que c'est ce qui semble guider toute la classe politique. Pour ce qui est de l'interview de Monsieur Darmanin ce matin, je comprends qu'il veut évoquer la menace de manipulation russe à tous les niveaux et pas seulement en numérique, celle dont on parle le plus, mais aussi sur le terrain. Mais il est vrai on ne comprend pas tellement cette intervention dans le contexte. Et il y a eu une autre intervention ce matin qui m'a étonné aussi de Gérald Darmanin, où en gros il explique que la défense aujourd'hui, ces questions de défense passent avant tout, et que aujourd'hui, le fait de parler de la fin de vie, de ces petits sujets, c'était un peu vraiment comme ça qu'il l'exprimait, les petits sujets comme la fin de vie, comme le chômage, il n'a pas dit le chômage, comme les retraites. Finalement, fallait pas trop en débattre parce qu'il y avait plus grave, il y avait la guerre. Oui, il y a une tendance au sein du gouvernement qui consiste à dire le clash sur la retraite, faut l'oublier, on va pas baisser l'âge de départ à la retraite, faudrait peut-être même l'augmenter. Ouais. Donc l'urgence est telle qu'on va parvenir à ces débats qui sont dépassés. C'est une façon de tuer un peu dans l'œuf le conclave voulu par François Bayrou. C'est aussi une offensive anti-Bayrou, très claire. Ouais. Je ne sais pas si François Bayrou c'est contre lui ou pas. Je pense que c'est ton idée, le conclave. Hein. Oui, mais si le conclave finalement n'aboutit à pas grand-chose, je suis pas sûre que ça l'empêche de dormir non plus. Ça peut l'empêcher de rester à Matignon si par hasard, parce que ça arrivera à l'Assemblée nationale après. Si l'Assemblée nationale tue dans l'œuf toute proposition, mais s'il n'y a pas de proposition à la sortie du conclave, il n'y aura pas de proposition à l'Assemblée. L'intérêt de François pas dit qu'il n'y en aura pas. Hein. L'enjeu pour François Bayrou, c'est d'arriver à cranter sur quelques textes et sur une méthode, parce qu'après il a un nouveau budget l'année prochaine et on n'est pas du tout sûr que ce sujet-là ne soit pas censuré. Donc lui-même, je ne sais pas s'il calcule sa durée à Matignon jusqu'à 2027. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense que la réalité, c'est que il a peut-être fait une interview en expliquant qu'il y avait des sujets qu'il estimait secondaires parce que la guerre est à notre porte. Mais la vérité, c'est que
l'Assemblée nationale est dans un tel état qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les marges de manœuvre nécessaires. Bien sûr. Et que je pense que ça va être un pouvoir qui va essayer de durer au maximum, en évitant une dissolution à n'importe quel prix, en essayant d'enjamber les municipales et l'élection intermédiaire qui va se présenter à nous bientôt. Et Gérald Darmanin sera demain l'invité de Jean-Jacques Bourdin, donc j'espère qu'il lui posera la question de savoir effectivement, qui sera un petit peu plus clair. On se retrouve dans un instant, on va parler de cet accord de cessez-le-feu proposé par les États-Unis et qui a été accepté par Volodymyr Zelensky. On attend évidemment la réponse de la Russie. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble encore jusqu'à midi. Parlons de cet accord de cessez-le-feu proposé hier par les États-Unis, accepté par Volodymyr Zelensky, un cessez-le-feu de 30 jours. Les États-Unis vont lever la suspension de leur aide militaire. Il n'y a pas encore d'accord sur les minerais. En gros, un accord de cessez-le-feu n'est pas un accord de paix. On attend la réponse de la Russie. Marie-Ève Malouine, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé hier. Et puis Emmanuel Macron, dans le même temps, qui recevait tous les chefs d'état-major européens à Paris. Oui, ce qui est assez intéressant, je suis pas une spécialiste, mais je lis mes confrères là-dessus. Si je me dis finalement, ça aurait pu arriver dès la rencontre Zelensky-Trump. Et c'est le style Trump dans son style de négociation, puisqu'apparemment il a écrit un bouquin là-dessus et il le défend, c'est de partir très haut, taper très fort, menacer de tout pour obtenir ce qu'il veut. Et finalement là, on en revient un peu à la case départ, c'est-à-dire un cessez-le-feu avec des mesures qui l'accompagneront pour le garantir, en tout cas le faire respecter. Et la discussion sur les minerais, ceux que Zelensky venait signer quand il est allé aux États-Unis, qu'il a été humilié. On se dit, bon, pourquoi tout ça, si ce n'est pour le personnage de Trump qu'il a scié de cette façon-là, mais on en arrive à ce qui avait été prévu. Et bonne chose aussi, le réveil de l'Europe, qui dit effectivement ça peut pas se faire sans nous, et les Américains sont plus aussi sûrs que Trump l'est pas, donc on s'organise. Donc Emmanuel Macron a repris le leadership et défend ce qu'il a toujours défendu, sans rappeler, je trouve, pour une fois, on critique beaucoup Emmanuel Macron pour son hubris, mais là il a pas trop insisté sur le fait que sur la défense européenne, il avait raison depuis le début, il n'était pas tout à fait entendu. Aujourd'hui, il l'est, donc tout ça est en train de s'organiser. Ça aurait pu se faire beaucoup plus calmement. Maintenant, c'est la question, quelle va être la réponse de la Russie. Mais sauf qu'hier, il n'y avait pas l'Europe aux négociations. C'était, ça s'est passé en Arabie Saoudite, sans l'Europe. Virginie ? Oui, ça s'est passé avec des Américains, disons, plutôt raisonnables. Rubio et Mike Valls, c'est pas du tout la tendance jusqu'au boutiste prônée par Trump. Alors, c'est un accord de cessez-le-feu. Moi, je dis que c'est pas du tout ce qui était prévu. Il était prévu un accord de paix. Là, on est dans un accord de cessez-le-feu de 30 jours, ce qu'avait toujours refusé Vladimir Poutine, parce qu'il avait peur que l'Ukraine se reconstitue pendant ce cessez-le-feu et finalement reprenne assez vite les hostilités. Je ne sais pas si Donald Trump, en voulant absolument arriver à quelque chose, va réussir à forcer la main de Vladimir Poutine, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, Vladimir Poutine peut apparaître comme le faiseur de paix ou le faiseur de guerre. C'est une façon aussi de faire une pression énorme sur lui. Je ne sais pas s'il va accepter, avec du coup enfin des conditions qui seront draconiennes pour l'Ukraine. Moi, il me semble que à ce petit jeu-là qui se joue entre Trump et Vladimir Poutine, l'Ukraine est archi perdante à tous les coups. De toute façon. Oui, un commentaire sous forme de question, parce que je suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais j'ai du mal à comprendre comment d'une semaine à l'autre les États-Unis peuvent lever puis suspendre leur aide militaire, enfin comme si c'était quelque chose qui se faisait au claquement de doigts. Donc tout d'un coup des informations, du renseignement ou des armes, on les fabrique plus, on les transmet plus, enfin d'une semaine à l'autre. Non, c'est les réseaux d'information, c'est tout le système. Oui, mais vous remettez en place le système, vous l'annulez, vous renvoyez les gens, vous les recrutez, vous leur. Non, mais il n'y a pas besoin de. C'est un peu grotesque comme façon de faire, enfin à l'image du personnage qui. C'est un moyen de pression, mais je pense, par rapport à ce que dit Virginie, Zelensky, le cessez-le-feu, il voulait qu'il soit assorti de conditions, de garanties sur son respect. Le cessez-le-feu. J'attends de voir, moi, personnellement. Une paix, ça commence toujours par un cessez-le-feu. On signe jamais la paix tout de suite. Après, c'est un rapport de force. Cette nuit a bombardé la Russie. Donc cessez-le-feu et en même temps la guerre continue. C'est pour
après ça c'est des messages. On met de la pression sur la Russie aussi. Moi, je suis un peu comme mon ami de table. Je regarde tout ça comme n'importe quel Français. J'ai été consterné par la manière dont a été traité Zelensky à Washington. Alors vous avez vu toute l'histoire. Quand on regarde, alors il a insulté, hein, effectivement, il a dit fils de pute à un moment. Alors je crois qu'il s'est excusé par la suite, mais je crois qu'il y a eu pendant quand même 20 minutes ou 30 minutes avant, mais il était clairement mis là pour être en difficulté, effectivement. Oui, je pense que c'est un guet-apens, comme on dit, qui lui a été tendu, et je trouve que voilà, ça donne un avant-goût encore une fois du pire que peut montrer Trump dans sa manière et dans sa stratégie de vouloir essayer de bouger l'échiquier et on le sait tous, sa proximité avec la Russie ne facilite pas les choses. Certains peuvent voir cet acte de la part de Trump comme quelque chose un acte là où tout le monde a échoué et lui va rétablir la paix, etc. La vérité, c'est que derrière on a une Russie qui, avec Trump, se renforce et revient au centre du jeu. Bien sûr. Et si l'Europe ne résiste pas et ne joue pas son rôle à un moment donné, être présent jusqu'au bout et ferme sur ses positions, on risque de perdre ce bras de fer avec la Russie. Je pense que ce qui intéresse Trump d'abord, c'est lui, c'est son business, c'est lui avant tout. Et ce qui l'intéresse, ce sont les minerais qu'il y a en Ukraine. Donc il veut un accord pour pouvoir profiter de ces minerais. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il dit, c'est l'affaire de l'Europe, c'est pas la mienne. Et les Européens se sont quand même rendus compte que certes, il y a les États-Unis n'ont pas rompu les relations avec l'Europe, mais il faut aussi avoir notre autonomie et un plan B. Ce que la France disait depuis longtemps. Et là, ça a l'air de progresser. Mais reste la position de la Russie et l'enjeu, moi, dans beaucoup de choses que je lis, c'est quelle est la réalité de la puissance russe. Est-ce qu'elle est si puissante que ça pour devoir s'entendre avec la Chine, ou est-ce qu'elle peut s'entendre avec les États-Unis parce qu'elle n'est peut-être pas aussi puissante qu'on pourrait le supposer? Mais en tout cas, il y a des analystes qui défendent l'idée que pour la Russie, il leur faudrait 3 ans pour pouvoir revenir au top de leur armement et régénérer, renouveler un peu les troupes. Ils ont pas réussi à envahir l'Ukraine, à prendre et ça Kiev, va pas du tout à la même vitesse que la Chine. Non. La Chine est en train de construire des bateaux de guerre autour de la mer de Chine et donc face directement aux Américains. C'est ça qui intéresse Trump à travers la Russie. Donc tout ça sont des enjeux très très imbriqués les uns des autres, mais on en revient peut-être à ce qu'on disait aussi dans au début parlant de LFI de Cyril Hanouna. Trump, c'est la même façon de faire, c'est cette même provocation personnalisée, la brutalisation brutaliser, humilier Zelensky. Quel besoin y a-t-il d'humilier Zelensky pour discuter avec lui? Et ça, c'est aussi quelque chose de notre époque. Oui, Virginie. Oui, c'est une bonne nouvelle en apparence, mais moi j'attends la fin de l'histoire et j'attends de voir ce que la Russie va imposer comme condition. La Russie, par exemple, pourrait demander le départ de Volodymyr Zelensky, pour le remplacer par quelqu'un de beaucoup plus souple. Et ça en serait fini de l'indépendance de la Russie. Elle pourrait réclamer la démilitarisation de l'Ukraine. Et là aussi, ça en serait fini pour l'Ukraine. Donc, moi, je suis pas très confiante sur la suite et je suis pas très confiante sur ce que va négocier Vladimir Poutine, qui semble d'ailleurs décider à ne rien négocier. Bon, c'est le mot de la fin. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio.